Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Demer, je suis doctorant en troisième année de thèse à l'université d'Angers. Je travaille au sein de l'équipe SMS à l'IRHS. Mon sujet de thèse s'intitule Biomarqueurs isotopiques et métaboliques de la qualité des semences. La notion de qualité des graines joue un rôle majeur dans l'agriculture moderne. Cela étant, la notion de qualité des graines est relativement vaste, mais elle englobe notamment la vigueur des graines et la résistance au stress et aux maladies. Disposer de graines de qualité est donc un élément essentiel pour viser une production végétale adaptée à l'industrie agroalimentaire. Le déroulement de la présente thèse s'inscrit dans une dynamique démarrée fin 2018 sur le métabolisme des semences, notamment grâce au projet ISOCID financé par la région Pays de la Loire et Angers-Loire Métropole, ainsi qu'avec l'acquisition d'instruments qui permettront des analyses métabolomiques, un spectromètre de masse isotopique et une GCMS haute résolution permettant des analyses en masse exacte. Cette thèse s'articule autour de deux volets, l'utilisation de mutants affectés dans la performance de germination chez Nicotiana sylvestris et l'utilisation de la variabilité naturelle chez Medicago trincatula. Le premier volet tire parti de mes travaux initiés pendant le Master 2 sur le modèle de Nicotiana sylvestris pour lequel le laboratoire possède un mutant affecté dans le complexe 1 mitochondrial et qui a la propriété intéressante d'avoir un phénotype germinatif avec un taux de germination plus faible et une germination plus lente. Ce phénotype germinatif fait probablement intervenir deux aspects, un aspect purement métabolique et un aspect signalisation. Concernant l'aspect métabolique, je me suis concentré sur l'impact de la mutation sur le métabolisme lipidique, car les graines de tabac sont oléagineuses, et donc la remobilisation des réserves lipidiques est un aspect crucial à explorer. Pour cela, j'ai réalisé des analyses du lipidome en LCMS, une quantification absolue de la quantité de lipides et une analyse des phospholipides par résonance magnétique nucléaire. Cela devrait nous permettre de mettre en évidence des altérations, même subtiles, dans la synthèse et le catabolisme des lipides. Concernant l'aspect signalisation, on se focalise sur l'homéostasie des acides aminés et la régulation de la traduction par la voie mTOR. En effet, chez les animaux, la voie mTOR et la synthèse des protéines semblent systématiquement affectées dans les mutations du complexe 1 mitochondrial, avec une répercussion sur l'efficacité de la traduction et sur les poules d'acides aminés. Chez les plantes, cet aspect est beaucoup moins bien connu, et jusqu'à présent, aucune étude ne s'est penchée directement sur le lien entre mutation complexe 1 et mTOR. Dans un contexte de germination, cela est probablement essentiel car la graine en germination est hétérotrophe et il a été montré que la synthèse des protéines semble être un acteur important de la vigueur, notamment avec des facteurs d'initiation ou d'élongation retrouvés comme biomarqueurs potentiels de la qualité des semences. Pour le second volet de la thèse, j'utilise la core collection de Medicago trincatula pour étudier la variabilité naturelle de la performance germinative présente chez 8 accessions et voir si on peut la relier à des paramètres métaboliques. Ces derniers sont obtenus en utilisant des techniques comme la GCMS, l'EAIRMS et la GCC-IRMS. Ces techniques de spectrométrie de masse permettent d'avoir un profiling métabolomique et des mesures d'abondance isotopique naturelle. Dans la littérature, on se rend compte qu'il n'existe pas un métabolite en particulier qui soit lié à la vigueur chez toutes les espèces, de telle sorte qu'un biomarqueur fonctionnel chez une espèce ne le sera pas forcément chez une autre. Il semblerait donc qu'il soit utile de s'attarder sur des flux métaboliques plutôt que les métabolites eux-mêmes, et dès lors qu'il soit nécessaire de mettre au point une méthode de screening efficace permettant de découvrir d'éventuels marqueurs chez un panel d'espèces aussi large que possible, sur une base flux plutôt que pool métabolique. À cet égard, l'utilisation des isotopes stables est donc idéale. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Perrier, je travaille au laboratoire CIFCIR à Angers, dans lequel je suis encadré par le professeur Bruno Lapierre et par Caroline Dehaye. Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'optimisation d'une stratégie de lutte et de protection personnelle contre les moustiques vecteurs d'agents pathogènes en combinant un agent synergisant et un insecticide. Je travaille plus particulièrement sur Anopheles gambier, le principal vecteur du paludisme en Afrique. Comme vous le savez, les moustiques peuvent transmettre des maladies virales ou parasitaires par l'intermédiaire de la prise d'un repas sanguin. Je tiens à rappeler que le paludisme est responsable de 400 000 décès et 228 millions de cas de contamination chaque année. Et jusqu'à maintenant, les stratégies de contrôle des populations de vecteurs s'appuient principalement sur l'utilisation de molécules à effet insecticide. Cependant, ces dernières années, les moustiques vecteurs mettent en place des mécanismes de résistance vis-à-vis des insecticides de plus en plus fréquents, variés et atypiques. Il faut savoir que dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, 100% des populations de vecteurs sont résistantes à au moins une classe d'insecticides recommandée par l'OMS. Au laboratoire, je travaille donc sur 3 souches Anopheles gambier, une sensible et 2 résistantes. La première est une souche donc sensible qui ne présente aucune résistance vis-à-vis des insecticides qui sert de référence, c'est la souche KISS. La deuxième souche, nommée Acerkis, présente la mutation G119S sur l'acétylcholine estérase.
Cette enzyme est impliquée dans la terminaison de l'influx nerveux par hydrolyse de l'acétylcholine. Cette souche est résistante aux organophosphorés et aux carbamates. Enfin, la troisième souche, la souche KDR-KIS, présente une mutation dans le canal sodium dépendant du potentiel, impliqué dans la genèse de l'influx nerveux, et est résistante aux pyrétrénoïdes et au DDT. Mes objectifs sur ces trois souches sont de déterminer sur préparation neuronale s'il existe des conséquences fonctionnelles au niveau cellulaire et moléculaire suite à l'apparition de mutations conférant une résistance à une classe d'insecticides et quelle est la nature de ces conséquences. Le deuxième objectif est de tester in vitro des insecticides seuls ou associés à un agent synergisant pour déterminer les concentrations les plus efficaces tout en diminuant au maximum les doses utilisées. Pour cela, j'utilise un ensemble de techniques de biologie moléculaire, d'imagerie et d'électrophysiologie. Le dernier objectif est de se baser sur ces tests in vitro pour tester les associations in vivo sur moustiques entiers afin de faire un suivi de mortalité grâce à l'utilisation de tests homologués par l'OMS. Ce dernier point sera réalisé en collaboration avec le laboratoire MIVEGEC à Montpellier, où je serai sous la direction de Fabrice Chandre, mon co-directeur de thèse. Vous l'aurez compris, je travaille donc sur l'étude des mécanismes sous-jacents au phénomène de résistance par mutation de cibles d'insecticides, dans le but de designer et d'adapter des stratégies de lutte antivectorielle. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Laure Beuglin et je suis doctorante en 3e année. Je réalise ma thèse à la fois au laboratoire du LEVA encadré par Joël Fustek et au sein de l'équipe SMS de l'IRHS encadrée par Anis Limami. Nous étudions en particulier la présence de la bactérie symbiotique Rhizobium leguminosarum à différentes concentrations de nitrate minéral sur le développement de l'architecture racinaire du pois protéagineux au stade précoce de jeunes plantules. Pourquoi étudier le pois et Rhizobium ? Le pois, Pisum sativum, appartient à la famille des Fabacées, celle des légumineuses, qui ont la capacité de rentrer en symbiose avec les bactéries fixatrices du sol, telles que Rhizobium. Cette famille de plantes est très intéressante comme plante de service dans les cultures associées pour les systèmes agroécologiques à faible intrant. En plus de leur capacité à absorber les nutriments du sol au détriment des adventices, les légumineuses peuvent également utiliser le diazote de l'atmosphère grâce à leur symbiose établie avec les bactéries fixatrices. Les légumineuses, avec leur symbiose, comme le pois avec Rhizobium, peuvent donc contribuer à l'enrichissement des sols en azote et donc à une économie d'intrants azotés. Pourquoi étudier les racines de pois au stade précoce ? À cette étape, le couvert végétal est faiblement développé. Ainsi, la compétition pour la lumière en est réduite et le contrôle des adventices repose principalement sur la compétition trophique. Les stades précoces d'installation des plantules constituent donc les phases déterminantes où les caractères phénotypiques des racines sont essentiels pour le contrôle des adventices et la performance de la culture. Dans ce contexte, les systèmes racinaires à forte ramification et à croissance rapide détiennent des caractéristiques intéressantes pour une plante auxiliaire, car pouvant plus aisément puiser les ressources du sol. Quel rapport avec le nitrate ? L'azote est un élément essentiel pour la croissance des plantes et le nitrate est en particulier la forme minérale d'azote principale présente dans les sols. Au niveau du développement racinaire qui nous intéresse, la croissance de la racine primaire est moins sensible aux effets nutritionnels que les racines latérales et en particulier pour le nitrate. Ce sont donc d'autres caractéristiques du système racinaire, telles que la ramification des racines, leur diamètre, le nombre de nodules et leur fixation, qui sont affectées par la concentration en nitrate et donc que nous souhaitons étudier. La finalité scientifique de ce projet se situe dans l'approfondissement des connaissances et de la compréhension des interactions précoces entre le développement des racines latérales du pois, la concentration en nitrate du sol et la présence de Rhizobium. Notre hypothèse est que la présence des rhizobia interfère avec la voie de signalisation du nitrate et modifie la réponse phénotypique à ce nutriment. Nous avons donc, au cours de ma thèse, étudié le développement racinaire du pois en présence et absence de Rhizobium à différentes concentrations de nitrate, ainsi que les expressions de gènes propres au signal nitrate et à la symbiose fixatrice. La finalité agronomique de la thèse est donc de favoriser le développement des racines latérales du pois pour une meilleure compétitivité de la plante de service via son potentiel d'absorption de nitrate, tout en maintenant une symbiose effective.
Ah bonjour, je suis Chabi Cazenave, je suis doctorant à INRAE au sein de l'équipe RESPOM de l'IRHS d'Angers. Je travaille actuellement sur l'utilisation des ressources génétiques dans les programmes de sélection chez le pommier. Mais venez, je vais plutôt vous montrer ça sur le terrain. Golden, Gala, Pink Lady. Les variétés phares sont souvent les mêmes d'un endroit à l'autre du monde. En vérité, à y regarder de plus près, les programmes de sélection chez le pommier s'appuient en général sur un petit nombre de progéniteurs utilisés de façon récurrente depuis des années et conduisant éventuellement à une base génétique étroite. Cette base génétique étroite peut être à terme problématique. Dans le cadre de ma thèse, nous nous proposons d'élargir cette base génétique en utilisant des ressources génétiques qui peuvent posséder des allèles favorables qui sont absents des programmes de sélection actuels. Cependant, ces ressources génétiques ne sont pas utilisables en l'état. Elles demandent d'abord d'être améliorées, que ce soit du fait d'un goût astringent ou d'une petite taille, par exemple. Pour ce faire, nous proposons d'utiliser une technique récemment implantée chez l'animal puis chez le végétal, la sélection génomique. Cette approche s'effectue en 2 temps. On constitue d'abord une population d'entraînement, dont les individus sont génotypés et phénotypés, afin de construire un modèle qui permet de prédire le phénotype d'un individu uniquement en se basant sur son génotype. Ce modèle de prédiction est alors appliqué à une population dite candidate, qui est uniquement génotypée et pour laquelle on va prédire la valeur des individus en se basant sur leur génotype, permettant alors de sélectionner les individus les plus prometteurs sans les phénotyper. Dans le cadre de ma thèse, nous chercherons donc à évaluer comment optimiser la constitution de la population d'entraînement afin de maximiser les chances d'utiliser de façon efficace les ressources génétiques dans les programmes de sélection. Pour ce faire, nous utiliserons des données historiques, mais également des données provenant des programmes européens actuels et des données simulées.